Bonjour et bienvenue au Point Information Jeunesse Hautefeuille. Vous êtes sur la chaîne Actis de l'information jeunesse. Je suis Julien, je suis informateur jeunesse. Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Grand Paris. Bonjour Nicolas. Comment tu vas ? Très bien, merci d'être là. Donc nous nous retrouvons donc chaque mois pour une émission consacrée à l'information jeunesse, comme vous le savez, c'est-à-dire que nous sommes là pour discuter avec vous bons plans pour la jeunesse, dispositifs de la ville de Paris qui vous concernent, rencontres avec des professionnels, témoignages avec des jeunes. Et d'ailleurs, cette émission est votre émission, elle vous est ouverte à vous les jeunes. Vous pouvez donc venir témoigner sur les sujets qui vous touchent, qui vous concernent, sur lesquels vous souhaitez vous engager. N'hésitez pas à nous contacter, à me contacter. On vous fera une place, c'est promis, ça nous tient à cœur. Cette deuxième émission... alors, aujourd'hui, nous sommes là pour cette deuxième émission pour parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur au Point Information Jeunesse Hautefeuille. Ce projet, c'est la bande alimentaire. Alors, qu'est-ce que la bande alimentaire ? C'est un projet que nous reconduisons pour la deuxième année consécutive avec notre partenaire, l'agence de communication Yes4Com. Bonjour Coralie. Bonjour. Donc, ce projet implique des jeunes venus d'horizons différents dans la réalisation d'une campagne de communication pour promouvoir la collecte nationale de la banque alimentaire qui a lieu le dernier week-end de novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le témoignage d'Inès qui a participé l'an dernier à ce projet sur la première émission que nous avons enregistrée le mois dernier. Inès, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, on te salue, enfin je te salue. Alors, l'an dernier, les jeunes ont occupé le terrain. Ils étaient présents sur les réseaux sociaux et sur tous les lieux de collecte. Ils ont pu observer le circuit de la collecte des denrées alimentaires. Ils ont rencontré tous les acteurs de la collecte, les responsables associatifs, les politiques, les bénévoles. Ils ont pu les interviewer en mairie, au supermarché, à l'entrepôt d'Arcueil. Et cela a donné lieu à un film d'une dizaine de minutes et une exposition de photos que vous pourrez voir d'ailleurs, cette exposition de photos, entre le 25 et le 30 novembre à la mairie du 7e arrondissement. Cette année, la nouvelle bande alimentaire, les jeunes présents avec moi, continuent le travail de rédaction sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Blog Medium. Ils ont également choisi d'investir cette émission pour promouvoir la collecte. Ils sont très créatifs et je les remercie vraiment de leur engagement. Ils s'appellent Abby, Juliette, Meriem, Pablo et Yelena. Ce soir, avec nous, présent de la bande, Yelena. Bonjour Yelena. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît ? Alors oui, je m'appelle Yelena, j'ai 20 ans et je suis étudiante en 3e année d'une licence administration économique et sociale à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Merci Yelena. Je t'en prie. Et Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir Julien. Alors moi c'est Juliette, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence de sciences politiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci Juliette. Alors nous allons donc tout de suite passer à notre première séquence et à une première interview. Et pour cela, je passe la parole à Juliette. Merci. Alors ce soir, nous accueillons Madame Farlotti, présidente de la Banque alimentaire Paris et Île-de-France depuis 2017. Bonsoir. Est-ce que vous voulez en quelques mots nous présenter un peu votre parcours ? Comment vous êtes arrivée à la présidence ? Oui, moi je suis présidente de la Banque alimentaire donc de Paris et d'Île-de-France depuis 4 ans et demi maintenant et bénévole dans l'association depuis une dizaine d'années. En fait, je connaissais les banques alimentaires un peu comme tout le monde par la collecte de fin novembre, mais je ne connaissais pas du tout le travail qui se fait tout au long de l'année. Et il y a 10 ans, on a déménagé sur Arcueil. Et il se trouve que le siège de la banque alimentaire était à côté. Donc, j'ai commencé par y aller de temps en temps, par faire du tri de denrées alimentaires, un petit peu comme tous les gens qui commencent. Et puis, petit à petit, j'ai pris d'autres responsabilités. Je me suis occupée de la collecte pendant 3 ans. Et j'ai fini par devenir présidente. Quel beau parcours. Alors nous, ce qu'on vous propose ce soir avec la bande, c'est de
parler un peu de la banque alimentaire de manière un peu ludique. C'est-à-dire qu'on a créé un quiz qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux. Et donc, je vous propose qu'on joue ensemble et qu'à l'issue de chaque question, vous puissiez nous donner un petit témoignage ou des petites anecdotes que vous avez sur les différents sujets. Vous êtes tous prêts ? Super, On c'est est prêts. parti. Alors, d'abord, on va parler un peu histoire. On va commencer par le commencement. À votre avis, en quelle année a été créée la toute première banque alimentaire ? Donc, je vous donne un peu des idées parce que c'est un peu large sinon. Donc, est-ce que c'est 1954, 64, 74, 84 ? Moi, je dirais 84. 84 ? Très bien. C'est la bonne réponse, en effet. La première banque alimentaire en France. En France, exactement. Bon. Voilà. Et donc, depuis 1986, donc 2 ans après la création, a été créée la Fédération européenne des banques alimentaires. Et donc, à votre avis, aujourd'hui, dans combien de pays d'Europe est-ce que la banque alimentaire est-elle implantée ? Alors, c'est entre 14 et 29. Pour vous donner une petite... Je dirais 26. 26. Quelqu'un a une 19. autre idée ? 19. Est-ce que vous avez la réponse, Madame Farlotti ? Oui, c'est 24. 24 pays. Donc, c'est des pays qui ont rejoint les banques alimentaires petit à petit et qui fonctionnent toujours sur la distribution d'aide alimentaire aux personnes en difficulté. Mais voilà, il peut y avoir des variations entre les pays. En France, par exemple, les banques alimentaires ne distribuent pas directement l'aide aux bénéficiaires, mais à des associations partenaires. Et donc, en 84, la première banque alimentaire qui a été créée en France, c'était la Banque alimentaire de Paris et d'Île-de-France. Donc, qui a démarré dans l'entrepôt d'Arcueil, qui est toujours notre siège actuellement. Donc, on commence à être un peu à l'étroit, puisque depuis, malheureusement, l'activité n'a fait qu'augmenter. Et donc, 500 mètres carrés, au début, c'était très bien. Aujourd'hui, on a dû ouvrir d'ailleurs un deuxième entrepôt sur l'Île-de-France. Et donc, en fait, la création des banques alimentaires par Bernard Dandrel, c'est venu du constat qu'il y avait d'un côté, dans notre pays, beaucoup de nourriture jetée, de gaspillage, et de l'autre côté, des personnes qui ne pouvaient pas se nourrir correctement. Donc, le principe des banques alimentaires, ça repose sur ces 2 piliers. C'est d'une part la lutte contre le gaspillage, mais pour aider les personnes les plus démunies. Merci. Donc, 24 pays en Europe, et à votre avis, combien de banques alimentaires en France ? Parce qu'on est implanté sur tout le territoire. Je peux vous donner un peu un ordre d'idée. Ouais. 59, 69, 79, 89. Alors, sachez, pour vous donner un peu une indication, sur Instagram, nos abonnés ont plutôt dit 79. 89, allez, presque une par département. Je dirais 79. Eh ben, c'est Instagram qui a raison cette fois-ci, désolé Julien. 79 banques alimentaires en France. Et donc, ces banques alimentaires qui existent depuis 35 ans, à votre avis, combien de repas ont-elles distribué ? Alors, quand même, je vous donne un ordre d'idée, ça se chiffre en millions. Non, quand même pas des dizaines de millions. 1, 2, 3, 4... Oh, je me suis trompée, milliards. C'est encore mieux que ça. Alors, c'est 4 milliards. Ah d'accord. Très bien. Ok, 4 milliards, d'accord. Oui, donc une banque alimentaire par département, c'était bien vu, sauf que ce n'est pas tout à fait comme ça dans tous les départements. Par exemple, en Île-de-France, on n'a qu'une seule banque alimentaire pour toute l'Île-de-France. Oui. Et il y a encore quelques départements où la banque alimentaire n'est pas présente. Donc, si les banques alimentaires existent, c'est évidemment parce qu'il y a des gens dans le besoin. À votre avis, diriez-vous que le taux de pauvreté, depuis le début du XXIe siècle, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il stagne ou est-ce qu'il a heureusement diminué ? Malheureusement, je pense qu'il a dû augmenter, je pense. Oui, il a augmenté, c'est bien pour ça que l'entrepôt ne suffit plus, parce que les besoins augmentent. Oui, voilà, le taux est en augmentation constante, et puis on constate d'ailleurs qu'à chaque crise, on a une augmentation très nette du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, et que quand cette crise redescend un peu, par contre, les besoins, eux, ne diminuent pas. Combien de personnes, du coup, ont bénéficié des collectes de la banque alimentaire en 2020 ? À votre avis, c'est entre 1,1 et 4,1 millions. Peut-être 2 millions de personnes ? Oui, c'est 2,1 millions. Bon. La bonne réponse. Bravo. J'ai visé au milieu, quoi, en fait. C'est ça. Et du coup, depuis le 30 septembre 2020, le Secours populaire a vraiment tiré la sonnette d'alarme
en signalant que depuis la Seconde Guerre mondiale, le taux de pauvreté n'avait jamais été aussi haut. Donc on est vraiment dans une situation de grands besoins au niveau de la précarité alimentaire. Voilà. Alors, au niveau logistique, sur l'année 2019-2020, il y a eu 130 000 bénévoles mobilisés pour la collecte de novembre. À votre avis, combien y a-t-il de bénévoles permanents dans les banques alimentaires sur toute la France qui permettent à l'année de réceptionner toute la nourriture en dehors de cette collecte? Donc là, je vous propose 7 075, 8 075, 9 075 ou 10 075. Combien de bénévoles sur toute la France? Ouais, les bénévoles permanents, ceux qui sont au quotidien à travailler pour la banque alimentaire. Moi, je dirais 9075. Parfait. C'est 7 075. Oui, c'est vrai que le week-end de la collecte, il y a énormément de gens qui nous rejoignent juste pour ce week-end. Et ensuite, il y a des bénévoles tout au long de l'année qui assurent le fonctionnement quotidien, c'est-à-dire de récupérer des denrées alimentaires, les trier, les distribuer aux associations. Et effectivement, c'est un petit noyau. On est toujours à la recherche aussi de bénévoles pour assurer la continuité de l'activité. Et bien sûr, ces bénévoles, ils viennent de façon inégale. Certains, en moyenne, 1 ou 2 journées par semaine, d'autres un peu plus. Et puis, d'autres sont plus occasionnels, viennent au moment où il y a vraiment des besoins plus importants. Vous recherchez donc toujours des bénévoles? Voilà, on est sur différents postes parce que je dirais que tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse à la banque alimentaire. On a aussi bien besoin de chauffeurs, de personnes pour trier la nourriture, pour porter les caisses, que d'informaticiens, de comptables, d'autres bénévoles pour s'occuper des relations avec les associations. Donc c'est vraiment très très varié. Alors sur Instagram, on a demandé, on a posé la question des associations partenaires. Donc tout à l'heure, Madame Farlotti, vous en parliez, la banque alimentaire ne distribue pas elle-même les repas. Donc elle les donne à d'autres associations, épiceries sociales, entre autres. À votre avis, combien travaillent avec la banque alimentaire au quotidien? Donc c'est soit plus de 2000, plus de 4000, plus de 6000, plus de 8000. Donc sur Instagram, ils ont pensé plus de 4000. Est-ce que vous êtes un peu plus... Plus de 4000 Plus de 4000. Associations partenaires. Associations partenaires, d'accord. Ouais. Association épicerie solidaire, entre autres. Ok, d'accord. Une idée, Yelena? Moi, je penserais plus de 4000. Comme Instagram, c'est ça. plus de 6000. Donc en soi, tu as raison, parce que 6000, c'est plus de 4000. Mais voilà, c'est exactement 6011 associations partenaires. Ce sont les chiffres que j'ai de 2020. Oui, c'est-à-dire que ça varie, peut-être pas tous les jours, mais ça augmente régulièrement. Et en Ile-de-France, on a environ 370 associations partenaires qui sont très variées, puisque ça peut être aussi bien des associations qui font partie de grands réseaux nationaux, comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, les CCAS, donc les centres d'action sociaux des mairies, des épiceries sociales, où là, le principe, les personnes viennent faire leurs courses un peu comme dans un magasin, mais ne payent qu'une petite partie du montant réel des produits. Il y a des associations qui distribuent des repas, il y en a d'autres qui distribuent des colis, donc c'est vraiment très, très varié. Il y a beaucoup d'épiceries sociales dans Paris? Alors, sur l'Île-de-France, dans nos associations, on a à peu près 90 épiceries sociales, donc entre un quart et un tiers. Et sur Paris, il y a plusieurs épiceries sociales qui dépendent directement d'un CASVP, donc qui sont d'Action sociale de la ville de Paris, ou qui sont aidées par la mairie de Paris. Les épiceries sociales dépendent forcément de la CCAS? Non, pas forcément. Non, ça peut être des associations indépendantes aussi. Alors, donc 2020, ça a été une année un peu particulière. Le taux de pauvreté a beaucoup augmenté. Mais par contre, il y a quand même... les résultats sont assez prometteurs dans le sens où les tonnes de nourriture qui ont été sauvées du gaspillage alimentaire, donc que la banque alimentaire a pu récupérer auprès des magasins notamment, ont augmenté. À votre avis, est-ce qu'ils étaient de l'ordre de 45 000 tonnes, 55 000, 65 000 ou 75 000? Je ne sais pas du tout. Moi, un indice, je vous dis, soyez ambitieux. Bon, alors 75 000. Hein, 75 000, c'est la bonne réponse. Ça représente 225 millions de repas. 200, oui. C'est énorme. C'est quand même des beaux résultats. Oui. Et il faut savoir que le gaspillage alimentaire en France à tous les niveaux, que ce soit du producteur jusqu'au consommateur, c'est 10 millions de tonnes. Donc c'est vraiment énorme. Et voilà, les banques alimentaires ne récupèrent qu'une petite partie de ce gaspillage. C'est vrai. Alors pour conclure ce petit quiz, on a pensé avec la bande à des questions un petit peu plus fun.
mais toujours en lien avec la banque alimentaire évidemment. Quelle célébrité a parrainé une banque alimentaire? Alors on vous propose Tony Estanguet, champion olympique de canoë en 2012, donc qui aurait parrainé une banque en Gironde. Paul et Morand, des champions du monde de lancer de tongs en 2019. Les Dragons de Rouen, une des équipes de hockey sur glace les plus titrées du championnat français en 2017. Ce serait une banque à Rouen. Ou alors Victor Dubuisson, star du golf français en 2015. Alors un indice, il y en a deux. Et deux bonnes réponses. Bon, je vais dire Tony Estanguet. Tony déjà. Estanguet. Une idée? Peut-être les Dragons. Eh ben, vous avez vu juste, L'équipe c'est les de- deux bons. Malheureusement, Paul et Morand n'ont pas accepté. D'accord. Ne se sont pas tournés vers nous après avoir lancé leur magnifique tongs. Voilà. Et enfin, la question que tout le monde se pose, pourquoi des gilets orange? Parce que ce sont, là vous voyez peut-être Coralie derrière qui porte le magnifique gilet des bénévoles. Voilà. Donc nous, on a essayé d'imaginer des réponses. Vous allez me dire si vous pensez... Merci Coralie. Magnifique. Vous allez me dire si vous pensez une de ces réponses plausible. Alors, pour briller dans la night, parce que l'orange c'est la couleur du dynamisme, Ouais. parce que les bénévoles sont des chasseurs de denrées, donc à la manière des chasseurs dans les bois, du orange pour la forêt qui est la ville, la jungle qui pourrait être la ville, parce que les oranges c'est bon, miam miam, soyons terre à terre, parce que les bénévoles en réalité n'acceptent que les aliments oranges, carottes, citrouilles, sauce bourguignonne, etc. Malinx le lynx, vous me direz. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que, Madame Farlotti, est-ce qu'une de ces propositions est la bonne? Non, je ne pense pas. Peut-être la première se rapprocherait plus. Je pense que le orange, c'est une couleur qui est bien visible, qui accroche. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai croisé 3 personnes en gilet orange. Je les ai tout de suite repérées. Oui, voilà. Ah bon? Et puis bon, voilà, il fallait se distinguer. Les restos du cœur sont roses, le secours populaire est bleu. Donc, nous, c'est orange. Voilà. D'accord. Très, très bien. C'est une bonne réponse. Enfin, elle nous plaît. Elle nous plaît, ouais. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot plus précisément sur la BAPIF? Oui, la Banque alimentaire de Paris et d'Île-de-France, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la première banque créée en France, et donc il y a énormément d'activités puisqu'on a 370 associations partenaires donc sur toute l'Île-de-France. On distribue sur l'année environ 6700 tonnes de nourriture pour aider à peu près 300 000 personnes en difficulté. Donc c'est une activité au quotidien vraiment très importante avec des soucis aussi de logistique parce que comme on n'a pas beaucoup de place, il faut gérer au mieux les stocks pour avoir toujours des produits à disposition. Et en fait, la collecte donc, du dernier week-end de novembre, pour nous, ça représente près de 30% de nos approvisionnements. Donc, c'est vraiment une opération très, très importante en termes d'approvisionnement. C'est pour ça qu'on la prépare des mois en avance, qu'on compte sur tous les bénévoles, parce que c'est des denrées, des produits secs, donc qu'on recherche, qui vont être stockés et distribués aux associations pendant environ 6 mois de l'année. D'accord. Et d'ailleurs, pour information, il y a également une deuxième collecte au printemps, si je ne me trompe pas. Oui, ce qu'on appelle la collecte de printemps, là, c'est uniquement en Île-de-France. Ça n'a pas une résonance nationale. D'accord. Nous, on a choisi de faire cette collecte au printemps pour permettre à nos associations de regarnir un peu leurs étagères après l'hiver. Mais c'est beaucoup moins important en termes d'activité, puisque au mois de novembre, on espère récolter environ 1600 tonnes et en juin, c'est entre 200 et 300 tonnes. C'est surtout nos associations partenaires qui y participent. On ne fait pas appel à des bénévoles extérieurs comme on le fait au mois de novembre. Merci. Merci beaucoup Juliette pour ce petit quiz. C'était très instructif. J'espère qu'en tout cas, vous avez appris des choses. Nous allons donc maintenant passer à notre deuxième séquence. Alors, avec les jeunes de la bande alimentaire, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de partir à la rencontre des habitants du 7e arrondissement et de leur poser 3 questions. Alors, ces 3 questions, c'est que représente la faim dans le monde? Selon vous, comment peut-on changer les choses? Et combien de denrées alimentaires sont collectées, selon vous, par les banques alimentaires? Donc, on va voir ça tout de suite. La faim dans le monde, c'est un sujet un peu, très complexe parce que avec les inégalités dans les différents systèmes politiques, il y a différentes sortes de faim, si on peut dire ça comme ça. Mais la faim dans le monde, c'est clairement les gens qui
n'ont pas accès à une alimentation comme nous, on pourrait avoir en tant que privilégiés. Et, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gaspillage en France. On jette, on fait que ça. Et comme j'ai un ami qui est dans une tente en face du cimetière, et il m'a apporté, il m'a dit il jette tout, alors tiens, je te donne. Alors la faim dans le monde, c'est un vaste problème. Je pense qu'il y a plusieurs... c'est un problème récurrent déjà. Et c'est un problème qui, je pense, qui concerne essentiellement les pays en développement, les pays d'Afrique, les pays d'Asie. Donc il faut relativiser le problème de la faim dans le monde. C'est très différent entre les pays développés et les pays en développement, déjà, donc premier point. Mais la vraie échelle des problèmes, c'est effectivement dans les pays en développement où le problème va aller de mal en pis avec ces phénomènes de changement climatique, de sécheresse. C'est un gros problème et c'est surtout en comparaison avec toutes les ressources qui sont gaspillées. En fait, le monde pourrait nourrir tous ses habitants. Récemment, on a vu Elon Musk qui commence à parler de Tesla, à donner des stocks de Tesla pour aider à réduire la faim dans le monde et même l'arrêter. Et voilà, moi je trouve que c'est une super idée, une super initiative. Je trouve ça superbe. Coluche, il ne pensait pas que 40 ans après, il y avait encore, on avait besoin des gens. Mais les gens gaspillent au lieu de s'entraider. Il y a des petites armoires où on peut mettre des surplus. Bon, je ne sais pas où c'est, mais je sais qu'il y a des gens qui en mettent. Voilà. De jour, mais tout le monde ne va pas... Il y a d'autres mécanismes de soutien quand même, il n'y a pas que les banques alimentaires. Il y a toute la solidarité française. C'est un pays qui est très généreux, la France, par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Moi qui reviens des États-Unis, je peux dire qu'il y a ces mécanismes qui n'existent pas, donc de péréquation, de redistribution. Donc la France est un pays très égalitaire. Et c'est remarquable. Voilà. Donc j'insiste là-dessus parce que quand on vit en France, on n'a pas la perception de ça. Mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui ont du mal à se nourrir correctement. Il y a aussi un manque de connaissances, quelquefois de savoir cuisiner des produits simples ou de savoir jusqu'à quand on peut utiliser les produits. On sait qu'il y a aussi beaucoup de gaspillage dans les foyers, souvent parce que on a peur qu'un produit soit plus bon ou parce qu'on ne sait pas le préparer. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, 370 millions. Mais c'est en France ou dans le monde? En France. Ah ok, d'accord. 370 millions, ouais. 370 millions. Oh, je sais pas, 10 000. En France, c'est de l'ordre de 10 millions, je crois, en tête. En Ile-de-France, c'est l'équivalent de 12 millions de repas. Donc en France, je vais dire que c'est 10 fois plus, 120 millions. 225 millions. Voilà le chiffre exact. Et pour vous sensibiliser, sachez que dans 2 semaines aura lieu la collecte nationale le samedi 27 novembre. D'accord. Voilà. Alors vous avez certainement reconnu dans ce micro-trottoir Madame Farlotti, donc la présidente qui est présente sur ce plateau, juste pour vous dire qu'en fait c'est un pur hasard que nous l'ayons croisée, donc le monde est petit, donc c'était rigolo. Il y en a qui veulent réagir sur ce que vous avez entendu, quelques réactions ou sur ce micro-trottoir ? Non, pas particulièrement. Ce qu'on peut dire, c'est que la pauvreté, c'est pas que dans les pays en développement. Contrairement à... On a une personne interviewée qui pense que ça concerne surtout les pays en développement. C'est une réalité aussi aujourd'hui en France. Et je pense que c'est important de le dire, en fait. Que c'est pas que les pays en voie de développement ou c'est pas que à l'étranger. Il y a des personnes en France aussi qui ne peuvent pas manger tous les jours à leur faim. Merci Coralie. Alors, on va tout de suite enchaîner avec une autre séquence. Effectivement, la précarité alimentaire, oui, comme on le dit, c'est un sujet aussi qui touche plus particulièrement les jeunes et notamment à la faveur des confinements successifs. Pour nous en parler, 2 jeunes présents avec moi, 2 jeunes engagés dans la lutte contre la précarité alimentaire. Nassim, bonjour Nassim. Bonjour Julien. Merci d'être présent. Pardon. Et Kelvin, bonjour Kelvin. Bonjour Julien, merci de l'invitation. Je t'en prie, merci d'être là. Pour mener la discussion, je vais passer la parole à Coralie. Bonjour.
Coralie, d'ailleurs, est-ce que tu voudrais te présenter succinctement ? Oui, rapidement. Donc moi, je me suis engagée dans la collecte nationale des banques alimentaires il y a à peu près 6 ans. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant que je suis déléguée pour la collecte dans le 7e arrondissement de Paris. Donc mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que tout se passe bien entre les magasins, les associations qui collectent et puis la mairie qui trie les denrées alimentaires. Voilà. Merci Coralie. Je te laisse la parole et je te laisse mener la conversation avec nos deux invités. Alors, donc ce soir avec Yelena de la bande alimentaire, on voulait discuter un petit peu autour de la précarité alimentaire des jeunes. Donc nous avons avec nous Kelvin qui est bénévole de l'association Copain et en charge de la communication. Donc Copain, c'est une association qui redistribue des denrées alimentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots ce que vous faites ? Bien sûr, alors on distribue chaque semaine des paniers alimentaires. Donc on a des fruits, des légumes, des boîtes de conserve, des féculents, et puis on fait aussi tout ce qui est protection périodique, protection hygiène. Puis on a aussi des aides, tout ce qui est psychologique, on fait des partenariats aussi pour les vêtements. Donc voilà, on distribue ça chaque semaine à des étudiants qui sont en précarité, en difficulté. Et vraiment, nous, ce qui fait notre spécificité, c'est que c'est un petit peu notre slogan, c'est vraiment une association par les étudiants, pour les étudiants, où vraiment l'ensemble des bénévoles sont tous des étudiants. On a aussi des bénéficiaires qui sont des bénévoles. On a 30% de bénévoles qui sont aussi des bénéficiaires, et que c'est notre volonté de vouloir aider. Et donc voilà, c'est vraiment distribution chaque semaine pour venir en aide. Et on a été créé, nous, début septembre, à la suite justement de cette crise sanitaire, pour venir en aide à ces étudiants en précarité. Début septembre 2020. 2020, exactement, ouais. On a fait un peu plus d'un an du coup maintenant. De toute façon, on aura l'occasion d'en Bien sûr. reparler. Et on a aussi avec nous Nassim, donc, qui a été l'année dernière étudiant en relais santé auprès des services universitaires de prévention et de promotion de la santé de Sorbonne Université. Bonsoir Nassim, est-ce que tu peux présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est un étudiant relais santé ? Oui, donc moi je travaillais au service, comme tu viens de le dire, au service de médecine de Sorbonne Université. C'est le service où tous les étudiants donc, de l'université, donc de Sorbonne Université, peuvent consulter gratuitement un médecin, un psychologue, un psychiatre, un addictologue et plein d'autres professionnels de la santé. Donc moi, mon rôle en tant qu'étudiant relais santé était tout d'abord d'informer sur l'existence de ce service. Parce qu'il y a énormément d'étudiants qui ne sont pas au courant, qui peuvent consulter un professionnel de santé gratuitement. Et on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne se soignent pas parce que ça leur coûte trop cher. Donc c'est important de communiquer sur ça et de le faire savoir. Notre deuxième rôle, c'est de faire le lien justement entre ces étudiants-là, en les rencontrant sur les différents campus, et le professionnel de santé du service. Et notre dernière mission, c'est de mettre en place des actions de prévention sur différents axes de santé afin d'améliorer au maximum la santé et le bien-être étudiant. Super. Ouais. Merci à tous les deux. Donc on va commencer avec une première question par Yelena. Alors oui. Alors Kelvin, quel constat peux-tu faire vis-à-vis de la situation actuelle ? On peut voir que la situation des étudiants, des étudiantes, elle est encore critique. Vraiment, nous, c'est ce qu'on constate avec notre association. Vraiment, pour commencer, pour donner un exemple de chiffre actuel, cette semaine, on distribue encore, parce qu'on a 3 distributions le jeudi, le vendredi et le samedi, à 740 personnes. On a ouvert mardi les inscriptions, et en 40 minutes, les 740 places ont été prises par des étudiants qui se sont inscrits justement. Donc on peut voir que c'est vraiment d'actualité, que c'est pas terminé comme on pourrait le croire, parce que on n'en parle plus, on n'entend plus parler du tout dans les médias, mais c'est encore vraiment présent, nous on le constate. C'est des personnes qui reviennent chaque semaine, on a tellement de monde qu'on ne peut pas faire forcément revenir chaque semaine, donc c'est vraiment des personnes qu'on revoit, qu'on a vues l'année dernière, qui sont encore dans une précarité. Et du coup, c'est pas terminé, c'est encore présent. Et on a tout type, je pense qu'on parlera des profils aussi des bénéficiaires, mais c'est loin d'être terminé comme on peut le penser. Je pense que maintenant, la crise sanitaire, entre guillemets, finie, même si on peut voir que c'est pas totalement, parce qu'il y a encore des contaminations, mais je pense qu'on est plutôt sur une crise économique maintenant qui s'ouvre, avec une nouvelle façon, une nouvelle crise, et qui peut être beaucoup plus douloureuse pour les étudiants et beaucoup plus compliquée maintenant pour se relever. Très bien, merci. Et justement, Nassim,
Quelles sont, selon toi, les répercussions de cette crise sanitaire sur la précarité étudiante ? Je pense que les répercussions sont énormes parce que la population étudiante est l'une des plus touchées par cette crise sanitaire. Tout d'abord sur un aspect financier, parce qu'il y a plein d'étudiants qui ont perdu leur travail, le petit job qui leur permettait de subvenir à leurs besoins à cause de cette période. Sur un aspect psychologique, je pense que la crise sanitaire a accentué la solitude des étudiants parce que se retrouver toute la journée devant un écran à écouter les cours et surtout pendant les confinements où tout était fermé et du coup la vie sociale était un peu plus réduite. Donc je pense qu'il y a eu un gros problème sur la santé mentale des étudiants et un point important aussi, c'est sur le décrochage scolaire. Je pense que beaucoup d'étudiants ont eu des difficultés à s'adapter à ce nouveau rythme et ça a créé beaucoup de difficultés justement là-dessus. Et peut-être une question supplémentaire. Comment toi tu as ressenti justement le lien entre santé et alimentation et notamment santé et précarité alimentaire, alors peut-être tous les deux depuis 2020 et encore aujourd'hui? Je pense que tout est lié en fait. Je pense que la précarité va avec la santé, avec la précarité alimentaire. Un étudiant qui est en précarité financière, sa situation va forcément impacter tous les aspects de sa vie et aussi justement alimentaire et à tous les niveaux. Et c'est vrai que pour revenir comme on parlait, il y avait cette précarité alimentaire justement, il y avait ce souci constant corrélé en plus avec le confinement, avec l'enfermement. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait peut-être ces soucis de santé parce que on s'alimente moins, des fois on saute des repas, on a moins de force, on peut être moins concentré, mais aussi il y a cette santé mentale qui joue. Et nous, on avait énormément d'étudiants qui venaient ou d'étudiantes qui venaient justement parce que c'était la sortie pendant le confinement. C'était la possibilité, nous, parce que nos distributions, c'est on met de la musique, pendant qu'ils patientent dans la queue, on leur distribue du chocolat chaud, du café, du thé, on discute avec eux, on les tutoie. Donc c'est vraiment ce rapport. Et du coup, c'était vraiment pour eux le fait de dire on vient, c'est notre sortie, on rigole, on discute. Et ils nous disaient même s'il n'y a pas de distribution alimentaire, même si on ne part pas avec un panier, juste le fait de vous avoir vu, juste le fait d'avoir discuté avec vous, ça nous fait du bien. Vraiment, on a besoin de ce contact. Et c'est là où on voyait vraiment l'isolement des étudiants qui se retrouvaient seuls à Paris, parce que nous on a une majorité d'étudiants étrangers, plus de 60% de nos étudiants de nos bénéficiaires sont étrangers, et du coup c'était le fait de se retrouver seul à Paris et d'un coup de pouvoir parler à personne. Donc la santé mentale joue aussi énormément, et je pense que si on regarde peut-être sur les résultats scolaires, ça a peut-être joué. Donc le fait c'était aussi de les soulager de ce côté-là. Certainement. Alors, Yelena, elle avait une question justement sur l'engagement des jeunes. Exactement. Alors, Kelvin, quelle place occupe l'engagement des jeunes dans la sécurité alimentaire et est-ce suffisant ? Alors, c'est vrai que nous, comme je disais, notre association, c'est exclusivement des étudiants justement qui s'engagent quotidiennement en tant que bénévoles pour venir en aide. Alors après, j'ai pas forcément de chiffres autres, mais je vois que on a quand même une grande majorité d'étudiants justement qui, le fait que on peut dire le pouvoir ou autres ne vont pas faire forcément grand-chose, vont eux-mêmes s'engager justement en se disant, on voit nos camarades de classe. Justement, nous, c'est le constat que les 6 cofondateurs ont fait justement pour créer cette association, c'est en se disant, on voit qu'il y a des personnes qu'on connaît qui sont dans nos classes, qui ont des difficultés pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir finir le mois et donc choisir entre finalement les études et le fait de pouvoir se nourrir. Et du coup, je pense que il y a cet engagement vraiment de la jeunesse qui a pris conscience que s'ils ne le faisaient pas eux-mêmes, on ne va pas forcément le faire pour eux. Alors ça a mis en lumière grâce à la crise sanitaire des étudiants, la crise étudiante, mais c'est les étudiants qui le font, et comme nous, comme je vous disais, c'est 30% des bénévoles qui sont des bénéficiaires aussi. Donc je pense que ça. Après il y a ces mouvements de jeunesse, je pense aussi, où ça a permis on sache un petit peu plus sur les réseaux sociaux avec des manifestations autres. Dans les universités aussi, on voit que ça s'engage.
peut-être un peu plus maintenant, mais voilà, seul on ne pourra pas faire non plus tout ensemble. Il faut aussi avoir des personnes autour qui nous aident et qui nous donnent les moyens de pouvoir le faire. Bien sûr. Et alors, je trouverais intéressant, Nassim, que tu nous expliques un petit peu, du coup, en 2020, qu'est-ce qui a été mis en place avec le service universitaire de santé de la Sorbonne ? Donc nous, ce qu'on a fait à la rentrée 2020, on a mis en place des distributions de petits déjeuners. En fait, c'était une action de prévention qu'on organisait déjà bien avant la crise sanitaire, qu'on faisait sur les différents campus, donc sous forme de buffet. Et donc à l'arrivée de la crise sanitaire, on s'est posé la question de comment on pouvait adapter notre action et de pouvoir proposer ça aux étudiants. Donc on a eu l'idée de faire ça sous forme de petits paniers que les étudiants allaient venir chercher directement. Donc au tout début, la première distribution, c'était vraiment pour perpétuer donc, cette action qu'on avait déjà mis en place. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Parce qu'à la première distribution, on avait prévu, je crois, 150 paniers et on s'est retrouvé avec 250 personnes qui sont venues. Donc on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter là et qu'on devait continuer parce que les étudiants en avaient vraiment besoin. Donc on a décidé de continuer. On a augmenté le nombre de distributions donc, en passant à 2 distributions par semaine dans différents lieux de Paris. Donc une distribution dans le 5e, une deuxième dans le 18e pour essayer de toucher un petit peu tous les campus de Sorbonne Université. Et comme disait tout à l'heure Kelvin, on s'est aussi rendu compte que les étudiants ne venaient pas seulement chercher des aliments, ils venaient tout simplement pour respirer, pour prendre une petite pause dans leur journée. Moi, par exemple, il m'est arrivé de discuter avec un étudiant pendant 30-45 minutes de tout et de rien, juste parce qu'il en ressentait le besoin. Et ça a été aussi l'occasion d'orienter, de communiquer sur l'existence du service. Super. Ouais. Alors moi, je voulais savoir actuellement quels étaient les besoins alimentaires. Alors, en général, c'est vrai que on distribue un petit peu de tout. Comme je disais, nous, des produits légumes, on essaie justement d'apporter une alimentation qui soit assez variée, qui soit assez riche, que ce soit pas forcément que des féculents, des pâtes, mais que ce soit quand même assez équilibré pour la santé. C'est vrai qu'on fait avec beaucoup justement d'épiceries aussi, de magasins, par exemple bio ou autres, où on récupère les invendus pour éviter aussi le gaspillage. C'est vraiment, on essaye de faire à la fois de la solidarité et lutter contre le gaspillage. Donc du coup, voilà, on essaye des fruits, des légumes, des boîtes de conserve. C'est vrai que des denrées qui soient assez longues pour qu'ils puissent les conserver, des plats préparés aussi des fois. Donc c'est vrai que c'est en totalité, il peut apporter toute la journée. C'est vrai qu'on fait pas que ça justement pour essayer d'aider autrement sur des produits hygiène, mais c'est vrai que ça aide là-dessus. Ok. Et tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait différents profils. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Alors nous, principalement, comme je disais, on a vraiment des étudiantes en grande majorité. Parce que voilà, nous, c'est à peu près 67% d'étudiantes, parce qu'on a fait une étude du coup l'année dernière pour savoir le profil de nos bénéficiaires, parce qu'on fait aussi quelque chose que pas forcément toutes les associations font, c'est justement distribuer des produits hygiéniques, des protections périodiques qui coûtent très cher, et où les étudiantes ne peuvent pas forcément justement s'acheter. Des fois, c'est soit j'achète ça, soit je me nourris, donc c'est de faire ça, donc c'est pour ça qu'on a une grande partie. C'est vrai que c'est assez compliqué. Après, comme je le disais, on a aussi 60% d'étudiants étrangers qui viennent. Donc là aussi, des nouveaux étudiants qui sont arrivés à Paris, parce qu'en fait, nous, on ouvre vraiment à tous les étudiants. Il n'y a pas de critères de bourse ou autre, parce que ça en exclut pas mal. Donc c'est juste le fait de venir, de présenter sa carte étudiante. Donc voilà, tous les étudiants peuvent venir s'inscrire sur notre site. Et puis, on a aussi vraiment 80%, un peu plus, de personnes qui sont venues pour la première fois, qui ont eu recours pour la première fois à une distribution alimentaire, justement à la suite de cette crise sanitaire, et qui reviennent. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas forcément maintenant le profil cette année, parce qu'ils sont venus pour la première fois, donc est-ce que c'est les mêmes personnes qui reviennent ? Mais c'est vraiment principalement ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'on leur vient en aide aussi, avec un pôle suivi à côté et parrainage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, d'ailleurs voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées sur ce live, qui peuvent aller sur le site copain.fr, et vraiment où il y a cette possibilité de chaque semaine rencontrer une personne, aller au cinéma avec elle ou avec un bénéficiaire bénévole, ou par exemple faire un plein de courses. Et justement, c'est le fait de les aider parce qu'ils se retrouvent seuls à Paris, sans connaître personne, sans famille, qui sont loin.
Et aussi, on les aide dans les recherches de stages, de jobs, d'emploi, pour que maintenant, ils puissent retrouver un peu une vie normale, seuls, et regagner eux-mêmes de l'argent. Et Nassim, sur le profil des étudiants bénéficiaires, est-ce que c'était à peu près les mêmes ou... Oui, c'était exactement les mêmes. Nous, lors de notre première distribution, on a eu des profils très variés, parce que c'était une première, les gens étaient peut-être un petit peu curieux aussi. Mais au fil des distributions, on retrouvait toujours les mêmes personnes. Comme a dit Kelvin, des étudiants étrangers donc, qui sont arrivés pour la première fois donc, en France pendant la crise sanitaire. Donc c'était très compliqué pour eux. Souvent aussi des personnes qui n'étaient pas de Paris de base, donc ils sont montés pour les études. Et beaucoup de filles également pour nous. Et voilà. Ok. Alors, je voulais juste revenir. Je crois que, Copain, vous avez l'agrément justement de la banque alimentaire. Oui, exactement. Alors, en tant qu'association du coup bénéficiaire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Le fait, c'est que du coup, on va récupérer, par exemple, on était allé aussi la dernière fois récupérer par exemple des plats, récupérer des produits justement qui proviennent parce qu'on a différentes épiceries, différentes justement autres associations. On fait des partenariats avec où chaque semaine on va récupérer des denrées pour les redistribuer directement lors de nos distributions. Parce qu'on fait 3 distributions le jeudi, le vendredi et le samedi comme je disais. Et du coup, c'est cet échange finalement de lutter contre le gaspillage, d'essayer. Donc on récupère les produits invendus ou les produits distribués spécialement préparés pour nous pour justement que ce soit cette chaîne directe, cette grande chaîne de solidarité où des grosses associations font aussi avec nous des petites associations nouvelles et essayer de se développer et du coup de toucher un maximum de personnes. Super. Alors, Yelena, est-ce que tu avais une autre question avant de poser la dernière ? Non. Non. Question. Je pense que c'est assez clair. Voilà, on voit vraiment que la situation se détériore et que les besoins alimentaires sont grandissants. Donc, le fait que des jeunes bénévoles puissent s'engager et s'engagent de plus en plus, c'est vraiment quelque chose crucial. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre question. On voulait quand même vous demander si vous aviez une baguette magique. Qu'est-ce que vous mettriez en place en termes d'aide alimentaire maintenant tout de suite pour les étudiants ? Un peu compliqué comme question. Moi, je dirais peut-être dans un monde utopique, peut-être que tous les étudiants puissent se consacrer à leurs études à 100%, sans avoir besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins, consacrer le temps de repos et le temps de révision aux révisions justement et pas juste au travail. Je ne sais pas si tu vois des solutions. Oui, c'est vrai que je voulais te rejoindre là-dessus. C'est vrai, oui, que tout le monde puisse... c'est vrai qu'il y a un moment d'études, c'est aussi... ça fait un peu mieux de dire ça, mais profiter de sa jeunesse. Donc du coup, c'est pas forcément... si déjà à 20 ans on se soucie de comment on va se nourrir, comment on va finir le mois et tout, on se dit c'est pas le but de ce moment-là, c'est de profiter en même temps en faisant des études, en rencontrant des gens, aussi. C'est ça, d'apprendre. Se former pour la suite. C'est le moment justement pour la suite de sa carrière, avoir toutes les chances de son côté pour finalement faire un métier dont on a envie. Donc c'est vrai que la possibilité d'aider toutes les personnes là-dessus, même si c'est vrai que c'est malheureusement c'est difficile à mettre en place. Ça, exactement, on essaye de faire un maximum, mais pas facile. Super. Yelena, tu as un petit mot de la fin ? Alors, on me prend comme ça, exactement. En tant qu'étudiante, toi, qu'est-ce que tu as pu constater sur le terrain ? Alors, j'ai pu constater que de très nombreuses personnes et forcément des étudiants étaient dans le besoin. Donc, si je devais donner un mot, adresser un mot justement à ceux qui nous regardent, c'est vraiment participer, essayer d'être présent pour toutes ces personnes qui sont en précarité et qui sont vraiment dans le besoin, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de personnes qui se mobilisent en fait. Donc soit en devenant bénévole, soit en devenant donateur, aidez comme vous êtes, tout simplement. Merci beaucoup Yelena, merci beaucoup Coralie, merci Kelvin, merci Nassim. Donc je le rappelle, effectivement, on a besoin de vous. La collecte a lieu la semaine prochaine.
Donc, rejoignez-nous, aidez comme vous êtes. Alors, pour terminer, une dernière séquence, nous allons vous faire entendre le message de la ministre Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, qui a enregistré pour nous, tout spécialement, un joli et très beau message. On l'écoute. Comme chaque année, vous le savez, en ce dernier week-end de novembre, les banques alimentaires organisent partout en France, dans plus de 9000 magasins, écoles, mairies, entreprises, leur grande collecte nationale. Comme chaque année, votre mobilisation sera plus que jamais nécessaire pour continuer à faire vivre au long de ces 26, 27 et 28 novembre prochains les valeurs de partage, de générosité, de solidarité pour les plus précaires et les plus fragiles d'entre nous. Cette collecte, elle permet de rassembler plus de 11 000 tonnes de denrées alimentaires, ce qui représente concrètement, imaginez-vous, 23 millions de repas, comme 23 millions de moments de chaleur, de réconfort réel, pour celles et ceux qui, en France métropolitaine, comme dans nos territoires d'outre-mer, sont dans la galère, sont dans un tunnel, sont en situation de pauvreté. Parce que les banques alimentaires ont fait de leur histoire le symbole même de la main tendue en direction des plus démunis, notre mobilisation collective ne doit pas faiblir, elle doit être à la hauteur. Les membres des banques alimentaires que vous reconnaîtrez lors de ces 3 jours, grâce à leur gilet orange qu'on ne présente plus que des porteurs de repas, sont de véritables porteurs d'espoir, de fraternité, de chaleur humaine. Ils ont été et ils continuent à être à l'image du tissu associatif national envers lesquels je ne peux dire que mon admiration, des héros du ciment national, des empêcheurs d'égoïsme. La crise qui vient de passer sur le corps social, les banques alimentaires n'en avaient évidemment pas besoin. Lors des 10 dernières années, le public qu'elles accompagnent a presque été multiplié par 2. Et cette crise, vous le savez, a mis encore à plus rude épreuve l'ensemble du tissu social français. Les banques alimentaires n'y ont malheureusement pas fait exception, je dirais même au contraire. Et dans la tempête de la crise sanitaire, elles ont su maintenir le cap contre vents et marées. Mieux encore, imaginez-vous, leurs effectifs ont augmenté. Ce sont 1500 bénévoles qui ont rejoint les rangs pendant le confinement. Étudiants, travailleurs en activité partielle, retraités. Autant de visages qui, en plus d'un vital soutien apporté aux soignants, aux étudiants, au monde agricole, ont permis la redistribution de denrées aux 5400 associations et centres communaux d'action sociale, les CCAS, qui étaient partenaires. Comme ils n'ont vraiment rien lâché, vraiment, évidemment, c'était une évidence, le gouvernement ne pouvait pas les abandonner. C'est pourquoi 94 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à l'aide alimentaire face à la crise pour soutenir tous les acteurs de la chaîne de la solidarité alimentaire française et les 100 millions d'euros qui ont été versés aux associations de lutte contre la pauvreté dans le cadre du plan France Relance. Ça n'était pas une option que d'arrêter d'aider ceux qui aident, parce que notre dynamique, au même titre que notre République, est une et indivisible. Cette action de relance, elle a subventionné 33 projets nationaux d'envergure et 576 projets régionaux. À ce titre, la Fédération française des banques alimentaires a fait partie des 12 projets soutenus à hauteur de 11,5 millions d'euros. Ça a permis très concrètement de moderniser des systèmes d'information en faveur d'un fonctionnement plus efficace de son réseau. Et au plan local, j'ai eu l'occasion d'en voir de nombreux. Ça a permis aux banques alimentaires, par exemple, de se doter de camions réfrigérés ou, en matière de logistique, d'améliorer l'organisation de leur logistique pour distribuer plus et mieux. Le soutien massif que nous avons apporté, qui est parfaitement légitime, marque, s'il le fallait, la reconnaissance du rôle absolument vital joué par l'ensemble des gilets oranges qui portent les banques alimentaires partout en France, qui participent au renouvellement d'une confiance, de la confiance d'une action où l'État, comme les associations, se mobilisent ensemble, dans l'intérêt général. Une des choses qui m'a frappé, et je terminerai là-dessus, c'est aussi à quel point nos générations ont marché main dans la main pendant cette crise sanitaire, et notamment les bénévoles des banques alimentaires. J'ai vu beaucoup de jeunes arriver lorsque les plus âgés d'entre nous étaient
parfois en risque, parfois hospitalisés. Et ça fait chaud au cœur de voir que la chaîne de la solidarité, peu importe les âges et les générations, elle ne s'est pas brisée. C'était la moindre des choses que d'être à la hauteur. Et nous avons bien l'intention de continuer à l'être en fonction des besoins. Je voulais vous dire tout simplement en conclusion que pour continuer à faire couler le ciment solidaire qui unit notre société en cette fin novembre, il faut se mobiliser chacun en fonction de ses possibilités. N'oubliez pas qu'une mobilisation, ça commence par donner une boîte de conserve, un paquet de chips, un dentifrice. On a besoin, ils ont besoin de produits d'hygiène, notamment pour les enfants. Ça peut commencer très simplement en cette fin novembre, quand vous faites vos courses, voire plus, si vous avez envie de passer une journée, 2, 1 mois à leur côté. Contactez-les, ils ont besoin de nous, ils ont bien sûr besoin du gouvernement. Mobilisons-nous, ils le méritent. Ils font honneur à la France. Et voilà, c'était le message de la ministre. Merci à elle. Pour terminer donc, cette émission donc, arrive à son terme. Je vais remercier tous les membres de la bande alimentaire de l'avoir préparée. Donc merci à vous. Merci à vous tous qui avez animé cette émission, qui avez été présents. Merci à Nicole Farlotti, la présidente de la Banque alimentaire Île-de-France, de sa présence. Merci. Donc maintenant, à vous de jouer. On compte sur vous pour vous engager le week-end prochain. Je passe la parole à Coralie qui a un message super important à vous dire. Oui, alors nous recherchons toujours des bénévoles dans le 7e arrondissement de Paris, donc pour collecter dans les magasins. Mobilisez-vous, vous avez un QR code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez le flasher avec votre téléphone et vous aurez un formulaire d'inscription très simple. Vous vous inscrivez sur le créneau horaire de 2 heures seulement qui vous convient pour le samedi 27. Voilà, et notre message en tant que bande alimentaire, c'est de vous dire aidez comme vous êtes. Merci. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le vendredi 17 décembre à 19h pour une nouvelle émission sur l'engagement citoyen et la laïcité. Au revoir.